Et oui, regardez, juste derrière moi, on est en train d'arracher les arbres, les sapins de Noël qui viendront garnir nos maisons dans quelques semaines, puisque vous êtes pas sans le savoir que Noël arrive à très grands pas. Et pour en parler aujourd'hui, je suis et je vais retrouver Dominique Lequeux qui est pépiniériste ici à quelques kilomètres de Saint-Quentin. Dominique, bonjour. On est vraiment là dans les starting blocks, hein. Absolument, on est vraiment dans le carré de sapin de Noël, prêt pour les arrachages pour Noël. Alors justement, là, on voit sur les images de Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? La machine arrive, les sapins sont sélectionnés en fonction de leur qualité. Et voilà, ils mettent la lame au pied du sapin, la lame va vibrer, va descendre, lever le sapin, on pose le sapin sur le côté, ensuite on va le rentrer dans le hangar pour pouvoir le présenter à la vente. Ouais, on sent les vibrations là sous les pieds. Combien on va arracher combien on va arracher de sapins jusque le jour J? 300 peut-être, 250 à 300, ça dépendra de la demande, comme ils sont arrachés quasiment tous les jours. C'est en fonction de la demande. Alors justement, cette demande, quels différents sapins on peut retrouver ici chez vous au sein de votre pépinière? Eh ben, j'ai ici, là, ils sont en train d'arracher des Abies normanniana, celui qui a une épine très brillante. Ensuite, il y a des Picea morica qui a une aiguille un petit peu plus bleutée, une forme un peu plus élancée. Et ensuite, le sapin classique, celui qui sent vraiment très fort, très bon. Alors là, on le voit, hein, que c'est un vrai travail. Et plus on va avancer à Noël, plus le travail va aussi s'intensifier. Oui, c'est une question d'organisation. On s'organise. Comme on arrache quasiment à la demande au jour le jour, on sait ce qu'on va vendre demain, on sait ce qu'on va être obligé d'arracher tous les jours. Non, ça va très bien se passer. Et d'ailleurs, des fois, on a des commandes un peu particulières, parce qu'il me semble qu'en début de semaine, on a eu un très très grand sapin qui est parti à quelques kilomètres de chez nous. Oui, effectivement, on a fait un très grand sapin hier. On a coupé un sapin qui avait, j'ai regardé les stries, qui avait entre 25 et 26 ans et qui faisait 10 mètres de hauteur. Donc voilà, on retrouve vraiment de tout. Et est-ce qu'on en parlait tout à l'heure en préparant cet échange, les gens cette année et de plus en plus veulent replanter le sapin. Alors, ici, nous sommes dans une pépinière où effectivement, on travaille les sapins de manière à ce que, un, ils soient frais et deux, que les personnes puissent replanter. Et c'est quelque chose que les gens forcément ont envie de faire perdurer cette tradition en gardant ce sapin. Oui, et puis un sapin de Noël, c'est quand même quelque chose de vivant. Eh bien, merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations sur les différents sapins qu'on va pouvoir retrouver dans nos foyers dans quelques jours. Bon Dominique, moi j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Est-ce qu'on peut me le couper et on le retrouve dans quelques instants du côté de l'espace de vente? Absolument, on y va. Eh bien, merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci Dominique de m'avoir ramené le sapin que j'ai choisi et qui fera forcément plaisir à ma fille dans quelques semaines. Dominique, on est ici dans cet espace de vente. Il y en a partout. Et quand on vient, si demain je viens, si des gens viennent, quels conseils on leur donne pour choisir le meilleur sapin? Alors il faut choisir en fonction de la place dont on dispose dans la maison, la largeur du sapin, la hauteur du sapin, la façon dont on veut le décorer. Et après, il faut faire quand même très attention à l'entretien, ne pas le mettre à côté d'une source de chaleur trop importante, l'arroser au pied, l'humidifier au niveau du feuillage et comme ça il tiendra au moins jusqu'à mi-janvier. Alors à quel moment on doit venir chercher le sapin? Parce qu'il ne faut pas le prendre trop tôt, il ne faut certainement pas le prendre trop tard non plus. C'est quoi le juste milieu? On va dire la Saint-Nicolas, la première semaine de décembre. Effectivement, trop tôt, mi-novembre, c'est trop tôt parce que le sapin risque de péricliter avant les fêtes. Puis la veille de Noël, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Alors l'avantage, c'est que quand on vient ici, on choisit son sapin, il n'a pas été coupé 3 semaines avant et on repart juste après avec. Oui, et il y a une chose quand même très importante sur le sapin, c'est comme les humains, le sapin n'est pas standardisé. Si vous regardez bien, il y en a qui sont avec des épines un petit peu plus vert foncé, des flèches un peu plus hautes, un peu plus épais, un peu plus gros, les sapins sont tous différents. Donc on le choisit en fonction de son envie. Est-ce qu'on a un type de sapin qui va être plus résistant ou qui va durer plus longtemps? Non, ils sont absolument tous à la même enseigne. Ce qu'il faut simplement, ce sont les arroser. Alors on dit le Norman ne perd pas ses épines. Oui, alors le Norman a ses aiguilles qui peuvent sécher, effectivement, qui tombent quand même un petit peu. Les épicéas perdent leurs épines, oui, à condition de ne pas les arroser. Mais si vous les arrosez, ils vont garder leurs épines. Alors il y a un vieux cliché qui dit que le Norman, c'est le meilleur des sapins. C'est totalement faux. Absolument, c'est totalement faux. En plus, le Norman, c'est vrai que c'est un beau sapin, mais il n'a aucune odeur, aucun parfum. Alors qu'un épicéa? Ah, les épicéas sont très très bons, très forts.
Donc en fait, le client va venir chez vous en vous disant moi je veux ça, ça, ça et ça, et en fait vous faites quelque chose un petit peu sur mesure. Oui, exactement, on fait du sapin sur mesure, c'est ça. Bon, on va parler un petit peu de choses qui fâchent, entre guillemets. Un sapin, à partir de quel prix on peut s'en procurer un? On produit les sapins, on commence à faire des sapins avec une racine, donc qui vont tenir longtemps, à partir de 8 euros, 15 euros, on va à 25, 30 euros, etc. Et justement, je rebondis sur un sapin avec racine. Comment on l'entretient après pour le garder le plus longtemps possible? Alors, on disait tout à l'heure, ne pas le laisser trop près d'une source de chaleur dans la maison. Aussitôt les fêtes, on va le replanter, on le met dans le jardin, dans une terre assez légère. Et après, est-ce qu'on peut le ressortir de terre pour le remettre lors du Noël suivant ou c'est compliqué? Alors, c'est tout à fait gérable, mais il vaut mieux le laisser s'adapter pendant un an dans le terrain et le ressortir que l'année suivante. Alors, on en parlait il y a quelques instants du côté financier, avec l'augmentation du coût de la vie. Est-ce que les gens sont peut-être un peu plus regardants cette année sur le budget qu'ils vont allouer à l'achat du sapin? Oui, peut-être. Alors il y a aussi l'effet coup de cœur. On vient chercher un sapin, on se donne un budget et on prend quelquefois un plus grand ou même un plus petit qui plaît davantage. Et avec cette augmentation, vous avez décidé de ne pas augmenter les prix? Ah oui, ça fait 4 ans où les prix sont absolument identiques. Je ne bouge absolument pas les prix et je fais cette année un petit peu de sapin en promotion. On démarre à 8 euros pour un très beau sapin. Parce que quelque part, ces fêtes de fin d'année, il y a un côté financier, mais c'est surtout le côté de passer un bon moment ensemble. Oui, et puis vous savez, quand les gens arrivent ici avec leurs enfants, vous voyez les yeux des enfants qui pétillent pour choisir le sapin Noël. La réaction, c'est qu'est-ce qu'il a de la chance, le monsieur, il est dans la forêt de sapins. Lui, il a plein de sapins. Moi, j'en prends qu'un seul, mais lui, il a plein de sapins. C'est rigolo. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Je vais repartir avec Jérôme et mon sapin. Il va m'aider à le porter pour le retour. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir choisir votre sapin. Vous n'avez ici que l'embarras du choix. Et on se retrouve ici du côté de l'espace Saint-Jacques pour découvrir ou peut-être redécouvrir l'exposition La fabuleuse histoire du Père Noël. Et pour en parler, je suis en compagnie de Clara Saint-Cyr qui est médiatrice culturelle à la ville de Saint-Quentin. Bonjour Clara, cette exposition a déjà commencé depuis plusieurs semaines. On peut déjà en tirer un premier bilan? Oui, bien sûr. On a commencé le 14 octobre et on terminera donc le 7 janvier. Et on est à peu près autour de 2000 visiteurs. Donc ça nous laisse le temps aussi de proposer aux visiteurs de revenir pendant les vacances scolaires en famille ou entre amis ou même tout seul. On va reprendre l'histoire du début. Pourquoi avoir voulu mettre en place ici à Saint-Quentin cette exposition sur le Père Noël? Alors c'est une histoire d'amitié puisqu'en fait nous avons déjà travaillé avec le collectionneur qui nous a proposé cette collection et qui s'appelle Pierre-Stéphane Proust sur l'exposition de la fabuleuse histoire des mangas. On connaît donc Pierre-Stéphane qui est un passionné et qui a plusieurs collections. Il nous raconte à chaque fois quelques histoires et c'est vrai qu'il a réussi à nous faire voyager dans la magie de Noël à travers différentes œuvres, mais surtout à partir de sa collection de lettres, puisqu'il a commencé comme ça en fait. Il avait une collection de lettres et au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de lettres pour le Père Noël. Donc ça commence des lettres très anciennes, guerre en fait et après-guerre. Et ensuite, voilà, il s'est dit, je vais aller à la découverte d'autres œuvres, de gravures, de journaux, d'objets, de collections, pour raconter la véritable histoire du Père Noël. Parce qu'il n'y a que lui qui ne connaît la véritable histoire. Il n'y a pas que lui, on peut se l'imaginer, on peut se l'inventer, elle évolue à chaque fois avec le temps, mais effectivement on a des points d'accroche comme ça depuis 1843 aux États-Unis, etc. Donc on va voir plein d'œuvres, plein de représentations du Père Noël à travers le temps, à travers les pays également. Justement, c'est une exposition qui est, on le disait tout à l'heure en préparant ce duplex, en 3 parties. Oui, tout à fait. Alors la première partie, ça va être ça, en fait, toutes les représentations du Père Noël, puisqu'il n'a pas une seule définition. La première, on avait des représentations religieuses avec le Saint Nicolas, les rois mages, mais la première représentation laïque est américaine, et elle s'appellera le Santa Claus, tel que nous le connaissons aujourd'hui de manière universelle. Un petit bonhomme rouge, gros, jovial, convivial et chaleureux, et voilà, avec cette nuit de Noël, avec un poème qui a été écrit en 1843 également. Et justement, c'est bientôt les vacances scolaires, on le sait. Il y aura aussi d'autres animations qui vont être prévues durant les vacances de Noël
pour tout le monde, pour un large public? Oui, bien sûr. Alors, on a déjà beaucoup travaillé en atelier avec le tout public, mais aussi avec les scolaires. Mais on va proposer des temps forts, comme la rencontre avec un artiste caricaturiste, Alex Ballan, qui sera présent dans la galerie. Et toutes les personnes présentes dans l'exposition pourront se faire dessiner le portrait. Ça risque d'être un moment très joyeux, très humoristique. Mais on a aussi des ateliers de création. On va retrouver de la création de bougies avec la compagnie Nevae qui va venir avec son matériel, etc. On pourra repartir avec sa bougie de Noël pour l'offrir pour les fêtes. Et puis on a travaillé sur des grandes représentations comme les illustrateurs de Norman Rockwell, Andy Warhol, Picasso. Voilà, on a à chaque fois des points qui parlent de l'histoire de l'art et des représentations du Père Noël à travers l'histoire. D'un côté, Saint-Nicolas était généreux. On a rejoint Marion qui est en service civique à la ville de Saint-Quentin. Bonjour Marion, on a parlé tout à l'heure avec Clara de cette première partie d'exposition, mais il y en a deux autres. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu et donner envie aux téléspectateurs de nous rejoindre ici? En effet, nous avons la deuxième partie autour du Père Noël culture populaire, où nous avons les moyens de locomotion autour du Père Noël, parce que le Père Noël n'utilise pas forcément que le traîneau et les rennes. Nous avons les publicités autour du Père Noël, par exemple avec Coca-Cola que tout le monde connaît. Nous avons le Père Noël hors la loi, parce que lui aussi, quand il était jeune, il a fait quelques bêtises. Nous avons tous les personnages qui gravitent autour du Père Noël, la Mère Noël et tout ça. Nous avons aussi tout ce qui est cinéma, musique, science-fiction, théâtre autour du Père Noël, avec celui qu'on connaît le plus, le Père Noël est une ordure. Nous avons le Père Noël à la guerre aussi, qui est moins thématique mais quand même intéressant. Et en troisième partie, nous avons également les merveilleux courriers du Père Noël, où nous communiquons avec eux autour du temps. Et vraiment, nous avons toutes les demandes au fil du temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Nous avons également la première réponse qui a été donnée par la Poste, parce que le Père Noël ne peut pas tout faire tout seul et que du coup la Poste, il collabore avec la Poste. Et la première personne à avoir répondu aux lettres du Père Noël est Françoise Dolto en 1963. Et du coup, depuis, chaque année, nous avons un écrivain, un scénariste, une personne célèbre qui va répondre aux enfants pour aider le Père Noël dans ses courriers. On a tous à un moment donné de notre vie écrit au Père Noël. Clara, au-delà de ces trois parties, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre au sein de cette exposition? Alors il y a de la médiation libre, comme à chaque fois. Je propose un livret-jeu qui permet en fait aux enfants et aux familles de s'émanciper. À la recherche en fait de détails. Donc c'est deux grands quiz en fait pour bien regarder, analyser, décortiquer chaque image. Et puis on a un photobooth aussi qui permet en fait à chacun de se prendre en photo avec un décor toujours autour du Père Noël et de repartir avec un souvenir de l'exposition. Quelque part, on vit une belle expérience en venant voir cette exposition. C'est ça. Peu importe, qu'on vienne en visite libre, qu'on vienne le week-end, qu'on vienne pour un atelier ou en structure scolaire, il y a toujours quelque chose à retenir et à aller raconter après par la suite. Merci beaucoup Clara. Avant de conclure, on va peut-être rappeler les dates de cette exposition, jusque quand les gens peuvent venir découvrir et vraiment cette superbe exposition. Oui, alors jusqu'au 7 janvier, donc jusqu'à la fin des vacances d'hiver. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup Marion. Voilà, vous avez jusqu'au 7 janvier pour venir découvrir cette belle exposition parce qu'on reste tous forcément des grands enfants.